La RSE qui est très importante finalement chez beaucoup de PME qu'on a rencontrées quand on a un petit peu programmé cette émission. Face à vous, David Pironon des Joyeux Recycleurs. Bonjour David. Bonjour, Est-ce que, enchanté. déjà pour commencer, vous pouvez nous présenter les Joyeux Recycleurs? On est aussi sur des valeurs très importantes, des valeurs d'humanité. Il y a de l'humain, il y a de l'insertion et puis il y a du recyclage. Expliquez-nous ce que vous faites. Oui, tout à fait. Donc les Joyeux Recycleurs ont été créés il y a 11 ans avec cette double ambition, comme vous le disiez, à la fois environnementale, donc offrir une solution simple de tri et de recyclage à destination de tout type d'entreprise, et également une ambition d'inclusion sociale à travers notamment des partenariats qu'on a avec des sociétés comme Arès Atelier, des associations comme Arès Atelier, qui vont favoriser l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi. Donc ces deux sujets sont vraiment au cœur de notre croissance depuis 11 ans. La société a 11 ans. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est qu'une personne en parcours d'insertion? Alors, ça peut être une personne qui a eu un parcours d'insertion formel, c'est-à-dire que pendant une période qui peut aller de 6 mois à 2 ans, elle va être passée par une institution d'insertion, notamment Arès Atelier comme j'évoquais, mais ça peut être aussi des associations du type Emmaüs. Et donc là, ces associations vont les aider à redevenir employables. Et donc nous, ça représente 3/4 des collaborateurs opérationnels, donc des collaborateurs qui font vraiment l'exploitation de ce qu'on offre à nos clients. Et l'autre quart, c'est des personnes qui n'ont pas formellement suivi un parcours d'inclusion, mais qui de fait étaient éloignées de l'emploi, qui étaient parfois dans des situations complexes et à qui on va offrir une opportunité d'emploi stable. Est-ce que c'est plus facile de développer une nouvelle culture du recyclage et de sauver un peu la planète dans les entreprises que dans notre vie quotidienne? Parce que beaucoup d'entreprises ont tenté de le faire parce qu'il y a plus de règles dans l'entreprise, donc on se prie plus facilement à des réglementations. Parce que vous êtes essentiellement en entreprise ou bien vous débordez? Oui, tout à fait, on est vraiment en entreprise, nos clients sont des entreprises. Et effectivement, comme vous le dites, alors le cadre législatif en entreprise aide énormément, puisqu'il y a différents décrets, notamment la loi Arès. La loi Arès. Il y a différents décrets en fait, qui obligent les entreprises à mettre en place un tri. Et de plus en plus, avec notamment la norme CSRD qui va rentrer en vigueur, on voit qu'au-delà de cette obligation de tri, il y a plus largement une obligation aussi d'attester du fait qu'on est vertueux, non seulement sur les thématiques environnementales, mais sur toutes les thématiques aussi d'inclusion sociétale et de gouvernance. Donc ça va même au-delà, mais évidemment, ça accompagne aussi la croissance de notre activité. Si je peux me permettre, Sandra, juste une information sur CSRD, parce qu'on l'a évoqué ce matin dans la plénière d'ouverture sur l'atelier sur promouvoir la finance durable. Et on avait des fonds d'investissement qui nous expliquaient que globalement, les entreprises qui répondent à des appels d'offres de grands groupes, ce qui est probablement votre cas, se vendront d'abord beaucoup moins bien, lèveront beaucoup moins de fonds et ne se développeront pas aujourd'hui si elles ne se plient pas à l'ensemble de toutes ces nouvelles normes. Totalement. Dont on sait qu'elles sont complexes, etc. Vous l'avez-vous anticipé parce que vous êtes une entreprise qui est portée par une forme de mission? Est-ce que dès le début, vous avez été en accord avec ces valeurs et vous avez construit votre entreprise autour de ça? Oui, alors l'entreprise est totalement construite autour de ça. Et par rapport à nos clients qui, eux, sont soumis à cette CSRD, ce qu'on voit, c'est que ça diffuse également sur l'ensemble de l'économie, puisque finalement, les grandes entreprises doivent non seulement attester de leur activité vertueuse, mais doivent aussi attester de ce que font leurs partenaires, leurs fournisseurs. Parties prenantes. Donc dans ce contexte-là, voilà, toutes les parties prenantes, effectivement, pas uniquement les actionnaires comme c'était le cas avant, mais vraiment l'ensemble des parties prenantes dans la société. Et donc ça oblige à être totalement transparent sur les pratiques qui sont mises en place. C'est le cas, Gaël, de plus en plus ou pas parce que les syndics sont des clients très importants chez vous. Oui. Est-ce qu'eux aussi mettent une pression supplémentaire sur Je dirais que c'est plutôt les facility managers, c'est-à-dire les plus grands groupes qui, eux, sont déjà là-dedans et qui exigent ce genre de choses. Donc oui, c'est le cas. Et moi, j'ai bien aimé ce matin ce qui a été dit, c'est-à-dire que la générosité fait que vous êtes une société plus vertueuse et qui va valoir plus d'argent. Parce que moi, chez moi, c'est un ADN naturel. Donc j'ai vraiment capté cette phrase. Je pense que d'ailleurs je vais la reprendre pour la société. Elle est libre de droit. Oui, absolument. Et qu'elle va peut-être devenir le mission statement. Voilà, parce que je trouve que nos philosophies sont très proches. Parce que nous aussi, on a des personnes relativement éloignées de l'emploi et qu'on va faire monter en compétences, qu'on accompagne. Parce que pour moi, finalement, le salarié, il est presque plus important que le client. En tout cas, je lui accorde autant d'importance. Ça m'amène à notre troisième invité, Jean-Eudes Yaouédéou. Bonjour, vous êtes PDG de Sickle et justement, on va parler de recrutement. Mais on va parler de recrutement
humain certes, mais grâce à l'IA, et c'est d'ailleurs drôle, l'entreprise a été créée en 2015. Mais vous avez fait un pivot en 2019 et vous en avez repris les rênes à ce moment-là, parce qu'évidemment, le recrutement, la numérisation, l'IA, tout ça, ça a fait un bond énorme depuis cette création. Racontez-nous un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment une histoire qui est très intéressante, qui est particulière, mais on a commencé en 2015 effectivement déjà dans le domaine du recrutement, mais à destination des candidats. Donc l'idée c'était vraiment de permettre de valoriser les compétences et les compétences clés, donc compétences métiers et les compétences douces qu'on appelle les soft skills auprès des candidats. Et en 2019 exactement, on décide de totalement changer le business, Oui. et en fait de permettre aux entreprises de pouvoir, à partir de l'analyse des données, être capable de cibler et de sourcer automatiquement les candidats, les talents pertinents en fonction non seulement de leurs compétences métiers, mais également de leur personnalité. Et pour ça, on fait un partenariat à ce moment-là avec deux acteurs majeurs, puisqu'on avait France Travail, à l'époque Pôle emploi, avec qui on travaille toujours. Et dans ces magnifiques locaux, Meta, donc à l'époque Facebook, avec qui on travaille sur justement l'agrégation et le matching entre des données RH, des profils RH, métiers, de tous les métiers possibles, et des données web disponibles sur Internet, que nous laissons tous sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais alors justement, en fait, Jean-Eudes, vous êtes un observateur formidable des attentes des clients, en fait. Tout à fait. Pas des clients, mais des clients salariés, parce que le nouveau à tous, c'est que le client est devenu salarié, il veut bosser comme il veut, comme il l'entend, les heures qui vont bien, avec le télétravail qui va bien. On entend beaucoup parler, en tout cas, moi j'ai eu plusieurs émissions qui ont traité ce sujet, oui, de problématiques de santé mentale, de bien-être au travail, tout à fait. de QVT. Est-ce que vous trouvez que c'est une véritable montée en puissance de ces valeurs pour fidéliser, attirer les talents aujourd'hui, qui reste quand même un des enjeux majoritaires de tous les gens qui sont aujourd'hui avec Station F avec nous aujourd'hui? Exactement. En fait, pour bien comprendre aujourd'hui la problématique, ce qui va amener à la réponse, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont très peu de visibilité, notamment les PME, ont des grosses problématiques de visibilité, d'attractivité, pour diverses raisons, des raisons de budget, des raisons de disponibilité, mais également des raisons d'avantage, donc ce que vous venez de citer. Et aujourd'hui, la donnée clé, c'est que quand on diffuse une offre d'emploi sur Internet, n'importe quelle entreprise, elle reçoit en moyenne 10% de candidatures qualifiées. Donc 10% des candidatures reçues sont pertinentes. Tout le reste, c'est des personnes qui vont tenter leur chance un peu au hasard. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est justement de cibler, d'automatiser le sourcing en transformant les offres d'emploi en publicité ciblée sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, donc de façon très visuelle, qui vont valoriser, mettre en avant les avantages de l'entreprise. Donc notamment, par exemple, ce qu'elle peut offrir en termes d'évolution, de capacité d'évolution, de télétravail, de qualité de vie, etc. Ce qui est souvent l'apanage justement des PME face à des plus grands groupes. Et plutôt des grands groupes d'ailleurs, et qui en ont plus les moyens. Les grands groupes, Sauf parce que le management d'entreprise soit voilà, très focusé là-dessus. C'est un peu à double tranchant, parce qu'elles ont les moyens d'offrir par exemple du télétravail ou des avantages matériels, financiers. Mais les PME, elles, vont offrir de la proximité, de l'évolution, un confort de vie parce qu'on est souvent en région, etc. Voilà, ce genre de choses. Vous allez nous dire justement comment se passent vos recrutements. C'est un point essentiel des PME aujourd'hui. Gabriel, de votre côté, est-ce que vous recrutez beaucoup ou au contraire, est-ce que vous avez du mal et pourquoi ? Alors, je pense que dans le métier de la propreté, c'est très particulier parce qu'on n'a même pas le temps d'aller chez Indeed ou des gens comme ça, parce que très concrètement, on nous appelle la veille pour un remplacement de gardien le lendemain. On a juste la nuit pour y réfléchir. Ça vient de m'arriver il y a 2 jours. Je vous en parle, véridique. Donc, ce que j'ai dit. Donc, moi, ce que j'essaye d'établir avec nos clients, c'est un partenariat. Ce qui fait qu'ils viennent vers nous parce qu'ils savent qu'on est apporteur de solutions très qualitatives. Après, c'est à moi aussi de calmer le client en disant « Oui, ok, la gardienne, elle va se faire opérer, elle est malade, je ne serai pas là demain. » Enfin, pas moi, hein, bien sûr. Hein. La personne candidate ne sera pas là demain, mais après-demain, ce qui me paraît raisonnable. Hein, pour un bel immeuble parisien, on peut se passer d'une gardienne une journée. Et c'est possible. Et après, ce que l'on fait, c'est qu'on est plutôt en réseau. Voilà. Que en choses formelles de ce type-là, parce que c'est injouable. Voilà. Et après, les recrutements sont très souvent communautaires. Et moi, j'ai la chance, par la politique RH que je mène, par cette certification RSE, par le volet social qui est extrêmement important, qui fait partie
dans cette gouvernance des points les plus phares, d'avoir des gens qui finalement sont assez loyaux parce que il y a des gens qui sont déjà depuis 12 ans dans l'entreprise et le fameux premier salarié, il est parti à 70 ans. C'était le premier salarié et le premier retraité, celui d'Autobax. Voilà. Donc ça se passe, on va dire bien, mais c'est une martingale un peu particulière. Jean-Eudes, vous évoquiez l'IA et les soft skills. C'est un enjeu intéressant. On parle de plus en plus de soft skills et en plus au moment où l'IA va faire plein de choses à notre place, on s'aperçoit que l'ensemble de toutes les qualités humaines, de curiosité, de bienveillance, d'empathie, de curiosité, je l'ai dit, de charisme, vont prendre une importance croissante. Est-ce que ça modifie les critères de choix des recruteurs aujourd'hui? C'est un nouveau monde en fait aujourd'hui. Oui, totalement. En fait, ce qui est important, ce qu'on comprend, et c'est lié aussi à la qualité de vie, mais aussi au fait à la fidélité. Donc voilà, ce que vous venez d'évoquer, c'est que un candidat qui reste dans une entreprise n'est pas forcément celui qui a les meilleures compétences sur le papier, sur le CV. Ça va être aussi celui qui va vraiment fitter, matcher avec les valeurs de l'entreprise, avec la vision de l'entreprise et qui va du coup le plus même être capable d'évoluer au sein de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui sont très compliquées à détecter en amont, juste avec une lecture de CV, d'où pourquoi il y a des entretiens, il y a des périodes d'essai. Mais nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de donner beaucoup plus de valeur chez Sickle aux recruteurs en lui permettant, avec l'IA, d'automatiser la partie chronophage, rébarbative du tri, de la sélection, du sourcing, pour lui laisser plus de temps pour se concentrer sur l'analyse. Est-ce qu'il n'y a pas de biais justement si l'IA, avec ses propres critères à eux qui ont été encapsulés par ceux qui ont créé l'IA, qui vont trouver des critères qui ne sont pas forcément les meilleurs pour un job, parce que peut-être qu'il faut un gars qui n'a pas la compétence a priori, mais il a le truc qui va peut-être être une vedette dans l'équipe. Alors, c'est pas évident non plus. C'est pas du tout évident et c'est un vrai sujet dans le domaine. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on permet de personnaliser les algorithmes de sourcing, donc par IA, avec les données de l'entreprise directement, pour déjà accumuler un maximum d'informations sur la culture d'entreprise, sur la vision, sur les opportunités offertes, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir, je vous disais tout à l'heure, 10% de taux de candidature qualifiés en moyenne sur le marché. Nous, on promet 50% de taux de candidature qualifiés en quelques semaines. Ah oui, c'est beaucoup. Effectivement. Ouais. David, on l'a vu, les Joyeux Recycleurs, c'est une entreprise un peu particulière. 70% de vos employés sont issus d'un parcours d'insertion professionnelle. Vous, vos sujets de recrutement, ils prennent quelle forme concrètement ? Alors, je pense que nous, il faut dissocier deux types de populations. Les personnes qui vont effectuer la collecte, donc les postes d'exploitation. Donc là, comme je vous le disais, on a vraiment les 3/4 qui sont issus de ces parcours d'inclusion. Donc là, c'est quelque chose d'assez formalisé, d'assez cadré. Et ensuite, on a les populations, on va dire, plus de bureaux, entre guillemets, où là, on va être justement très ouvert, on est moins dans de l'inclusion, mais on est vraiment dans la diversité. Donc on va vraiment accueillir des parcours de personnes qui ont des convictions, qui adhèrent aux valeurs de la société, et peu importe, j'ai envie de dire, leur parcours précédent. On va vraiment se centrer sur les personnes, les soft skills, comme vous l'évoquiez, beaucoup plus que sur des cases à cocher dans un CV, comme ça pouvait être le cas dans d'autres sociétés dans lesquelles j'ai travaillé avant. Moi-même étant un bon exemple, parce que moi j'ai travaillé plus de 20 ans dans la tech, dans le digital, avant de rejoindre les Joyeux Recycleurs en tant que directeur général. Donc il y avait un vrai enjeu aussi de la part du président qui m'a recruté, de miser sur une personne qui finalement n'avait pas forcément un profil de connaissance, d'expert du secteur, mais qui a priori avait des valeurs communes avec celles des Joyeux Recycleurs. Ouais. Pardon, l'IA change la donne ou pas pour vous en matière de recrutement ou pas encore? Alors, pas encore, mais on va peut-être en discuter après. Ah oui. Mais oui, c'est fait C'est pour à ça. ça que sert Impact PME. Donc, C'est pour ça. nous faisons des rencontres ici. Gabriel, vous vouliez Gabriel. intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que vous dites que vous n'aviez pas forcément le profil. Moi, j'avais carrément pas le profil du tout. Et donc, c'est ça qui fait toute l'originalité de la démarche. Vous voyez, du luxe à la propreté, les gens, la première question, c'était celle de Philippe. Et après, finalement, si on s'interroge, est-ce que c'est si loin? Parce que dans le luxe, il faut que les choses brillent, qu'elles soient dans l'excellence, dans une propreté impeccable. Et donc, moi, je n'ai pas la prétention d'amener du luxe, mais en revanche, cette approche sur mesure, elle est complètement dans l'ADN du luxe. Donc finalement, j'arrive avec ces valeurs que j'ai apprises auprès de Jean-Louis Dumas Hermès à reformater quelque chose de très particulier. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de donner de la valeur à des métiers qui sont assez oubliés, sous-valorisés, sous-estimés, etc. Vous voyez ?
de créer cette valeur. Et ils en ont beaucoup plus. Alors, ils ont quand même été révélés pendant le Covid, hein, mais ils en ont beaucoup plus que ce que l'on peut en dire en général. Voyez. Donc, vous avez raison, vous êtes dans un secteur très particulier. La propreté, vous l'avez dit, il y a des horaires, il y a de la pénibilité. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas un métier facile. J'ai une question très bête à vous poser, mais cette semaine, il y a eu la création du Next Woman 40. Vous êtes une femme patronne. Et je suis désolée de vous poser la question, mais on a un vrai problème au niveau des patrons par rapport à la féminisation. Est-ce que vous recommanderiez à des femmes, à des jeunes femmes qui veulent se lancer dans le travail, de devenir patronne, et pourquoi en fait, pourquoi c'est intéressant d'être patronne finalement aujourd'hui, de créer sa boîte? Moi j'avais pas la vocation de créer ma boîte, mais oui je le recommanderais. Alors moi j'ai parcours classique, hein, HEC, puis ensuite grands groupes familiaux quand même. C'est un peu différent. C'est un peu différent, mais le capitalisme lent. Exactement, capitalisme lent. Donc on est chez soi. 2, on fait pas de réunion, on fait pas de comex, on fait pas de codir. Donc ça, j'ai adoré ce matin parce que je me suis dit waouh, quelle agilité. Donc on est dans l'agilité permanente. Ce que je vous ai raconté là, c'est-à-dire qu'on trouve une solution, on me la demande la veille, je la retrouve le lendemain. Jamais vous pouvez faire ça dans un grand groupe, ça n'existe pas. Oui. Vous avez 150 signatures, un comité de pilotage, etc. Donc il y a cette liberté, je pense, voilà, cette volonté de croître et d'être avec son propre impulseur. Hein, d'accord. Et ensuite, d'amener du bien commun. Moi, ce que j'essaye de faire, et ce qui me semble très important, c'est que j'amène de la valorisation et du bien commun. Et probablement que si j'ai ma place aujourd'hui à la CPME et au comité exécutif, c'est parce que sur les 15 000 entreprises, parce qu'on est 15 000 hein, au plan national, je crois que ce pas de côté que je fais et cette valorisation, Philippe Joanny qui est le président de la FEP, l'a repéré d'une certaine manière. Et vous voyez, ça apporte vers le haut, ça tire vers le haut. Vous avez trouvé votre why. Aujourd'hui, vous êtes passé d'un groupe qui fait plusieurs milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires à une entreprise qui en fait 1,3 million avec 30 ETP. Bon, il y a une question que j'adorais poser dans mon 21 ETP, 30 collaborateurs. Ah, on peut pas s'absenter, alors j'avais un autre chiffre, moi. Une question que j'adorais poser dans l'entreprise BFM quand quelqu'un comme vous se lançait du confort à l'inconfort. Oui. Est-ce qu'il le regrette? Absolument pas. Non, mais le truc le plus dingue, tout le monde me répondait toujours ouais, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Oui, est-ce que vous le ressentez aussi? Je dirais que non, parce que j'étais très contente de mon évolution au sein d'Hermès et de Rémy Cointreau. Ça m'a permis de voyager dans le monde entier dans des conditions exceptionnelles bien sûr. Et de rencontrer des gens extraordinaires. Voilà. Donc non, mais par contre, jamais je ne referai le chemin inverse. Jamais. J'ai la même question. Un peu. Oui, même question, Jean-Eudes, David. Jean-Eudes. Non, oui, alors, évidemment. Absolument pas. Moi, je recommande vraiment à tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de différents types d'entrepreneuriat. Hein. On peut être un solo entrepreneur, micro-entrepreneur, même ou jusqu'à diriger une grande entreprise. Mais c'est une expérience qui est absolument particulière et que quand on ne l'a pas vécu, c'est très, on peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils n'osent pas encore? Vous leur dites quoi en 2 mots? Pour y aller quand même. Allez-y, parce que dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Voilà. David, même réponse? Oui, même réponse. Je regrette pas du tout. C'est une très belle expérience humaine. On apprend énormément et on apprend d'autres choses, d'autres dimensions. Merci à tous les trois. Ça passe trop vite, évidemment. Jean-Eudes, le mot de la fin. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure en parlant des profils à faible valeur ajoutée, on va dire, les profils ETAM. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui dans notre pays qui sont vraiment sous-valorisés et qu'il faut qu'on arrive à les faire ressortir. Donc, et c'est le recruteur qui parle. Merci beaucoup. Merci à tous. Gabriel Godon, les RL Service, David Piraudon, les joyeux recycleurs, Jean-Eudes Yaoué, Déou, Sickle. Merci à tous les trois d'être venus nous voir sur cette émission spéciale Impact PME. On vous retrouve dans quelques petites minutes. Restez avec nous.